Le groupe international de contact de la CEDEAO sur le Burkina rencontre les acteurs de la transition. Les présidents Macky Sall et Faure Gnassingbé sont à Ouagadougou pour des concertations autour de la charte de la transition. Et le chef de l'État burkinabé, lui, était dans les locaux de la télévision nationale ce matin. Le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida est venu constater les dégâts occasionnés par les manifestations de fin octobre dernier. Et puis aujourd'hui, 11 novembre, le monde rend hommage aux morts de la Grande Guerre. Et pour cette journée de souvenirs à Paris et à Londres, on a choisi la date de l'armistice qui marque la fin de la Première Guerre mondiale. C'est le menu de ce journal. Bienvenue à tous et merci à vous de nous suivre. Le président sénégalais Macky Sall, mandaté par la CEDEAO sur la transition au Burkina Faso, était ce jour à Ouagadougou accompagné du président togolais Faure Gnassingbé et pour des concertations avec les acteurs de la transition. Les deux chefs d'État ont présenté les amendements des autorités militaires à l'avant-projet de charte proposé par l'opposition. La CEDEAO dit s'inscrire dans une démarche de conciliation des divergences et le président Sall espère un dénouement rapide. Nous l'écoutons au micro de Jacques Lamissa Tarpaga. Il est apparu que nous arriverons à un consensus sur la charte, puisque les partis politiques avaient proposé depuis hier une charte de la transition, charte qui a été amendée par les autorités militaires. Il y a eu des contre-propositions. Nous avons cherché à faire converger les différentes positions, qui ne sont pas d'ailleurs très éloignées les unes des autres. Ils ont demandé, la classe politique ainsi que la société civile, a demandé un temps supplémentaire d'ici demain pour justement revoir en profondeur les différentes propositions alternatives. Et donc demain soir, ils nous proposent et ils se sont engagés à nous donner certainement les résultats de leur concertation qui devront se traduire par un consensus sur la charte. Et une fois que la charte est consensuelle et adoptée, le reste va aller très vite puisque pour le choix de l'autorité de transition, du président de transition, tous sont d'accord sur le profilage et sur le fait que ce soit une autorité civile, tout comme pour le choix du Premier ministre. Maintenant, c'était sur le choix des différents organes de transition qu'il y avait des divergences de vues, mais d'ici demain, en principe, tout devrait rentrer dans l'ordre. Donc nous continuons à prier et à pousser pour que tout cela soit derrière nous très bientôt. Et dès son arrivée, le président sénégalais Macky Sall affichait déjà cet optimisme quant à l'issue rapide à la crise au Burkina Faso, vu donc l'engagement des différents acteurs impliqués dans le processus de transition. C'est en fin de matinée que Macky Sall et Faure Gnassingbé sont arrivés dans la capitale burkinabé. Nous suivons leur arrivée avec Wendata Nathalie Sawadougou. Il est 12h ce mardi quand l'avion du président togolais atterrit à l'aéroport international de Ouagadougou. Faure Gnassingbé a été accueilli par le chef de l'État, le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida. Après les honneurs militaires, les deux chefs d'État se sont retrouvés quelques instants au salon d'honneur. Puis, le président togolais s'est retiré sans faire de déclaration à la presse. Une quarantaine de minutes après, c'est le président du Sénégal, Macky Sall, qui a fait son arrivée à l'aéroport de Ouagadougou. Accueilli toujours par le chef de l'État, il a aussi reçu les honneurs militaires. Après le salon d'honneur et face à la presse, le président sénégalais dira qu'il est à Ouagadougou à la suite du sommet de la CEDEAO tenu à Accra la semaine dernière. Un sommet au cours duquel la situation politique au Burkina a été évoquée. La CEDEAO m'a fait l'honneur de présider le groupe de contact qui travaille étroitement pour un retour à la normale au Burkina, pour une transition
accepté pour la désignation d'un président de transition consensuel, accepté et civil. C'est la raison pour laquelle j'ai tenu à revenir à Ouagadougou. J'ai demandé au président Faure Gnassingbé également d'être là pour m'accompagner dans cette mission. Et j'ai espoir que certainement dans les jours à venir, dans les heures et les jours à venir, le choix consensuel pourra être fait pour ce qui concerne le président de la transition ainsi que toutes les autres personnalités qui devront être trouvées. C'est donc une manière de venir les encourager, les féliciter pour ce qui est entamé, mais surtout souhaiter également que nous puissions ensemble accélérer la cadence puisque, comme vous le savez, les défis sont nombreux et il faut donc que très vite le Burkina reprenne le travail. Le président sénégalais a traduit sa reconnaissance au lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida, à la classe politique burkinabé, à la société civile, aux autorités coutumières et religieuses et à l'ensemble du peuple burkinabé pour les efforts qu'ils fournissent en termes de dialogue et de concertation. Dialogue et concertation qui permettront de parvenir au plus vite à une transition civile au Burkina Faso. Wendata Nathalie Kaoré signe ce reportage sur l'arrivée des deux chefs d'État du Sénégal et du Togo au Burkina Faso et le carnet d'audience du chef de l'État toujours aussi chargé. Ce matin, ce sont les artisans du Burkina Faso puis les patrons de presse qui ont été reçus par le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida dans le cadre de la prise de contact avec les forces vives de la nation. Le chef de l'État les a exhortés à accompagner de façon professionnelle la transition. Nous suivons la synthèse des audiences avec Maxime Zongo. Venus apporter leurs encouragements aux nouvelles autorités, la forte délégation des artisans du Burkina reçue par le chef de l'État a saisi l'occasion pour présenter le fonctionnement de leurs activités. Les points sur lesquels nous avons échangé, c'est d'abord sur un certain nombre d'actions que l'État avait déjà avec la Chambre des métiers, notamment la réalisation de certains marchés publics à travers la Chambre des métiers par les artisans du Burkina Faso. Nous avons demandé à ce que cela puisse se poursuivre. Aussi, nous sommes revenus sur des dossiers en cours, notamment le paiement des artisans qui ont déjà effectué un certain nombre de productions de matériel pour l'État, afin que, dès que la situation va se stabiliser, que l'on puisse liquider ces différences en cours. Au four et au moulin, les organes de presse qui ont joué un rôle important pendant cette période délicate ont été félicités et encouragés par le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida. Bien que brève, cette audience aura été riche en enseignements pour les patrons de presse. Au regard des expériences dans d'autres pays où ça ne s'est pas bien passé, à cause justement de la presse, il a estimé que la presse burkinabé, en tout cas, s'est différenciée en termes de qualité et il a donc estimé qu'il fallait remercier cette presse-là et l'encourager. Nous devons travailler à donner l'information saine, l'information juste, mais aussi d'information de sensibilisation pour amener les gens à comprendre que tous les Burkinabés ont leur participation à jouer dans le processus de transition et que nous devons aller dans ce sens au lieu de faire des reportages qui semblent exclure des gens, qui semblent amener des problèmes encore. Donner l'information juste et saine de sorte à apaiser les cœurs, voilà résumé l'esprit de cette rencontre. Pour leur part, les patrons des médias ont pris l'engagement ferme d'accompagner la transition avec professionnalisme à toutes les étapes du processus. Et en fin de matinée, le chef de l'État a visité les locaux de la télévision nationale. Une visite pour se faire une idée des dégâts enregistrés par la chaîne publique lors de l'insurrection populaire de fin octobre dernier. Le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida a eu des mots encourageants à l'endroit du personnel de la nationale de l'image et du son. Nous suivons le compte-rendu de la visite avec Nicolas Zigani. Cette visite a permis au chef de l'État de constater les dégâts à la télévision du Burkina après le passage des manifestants. Des vitres brisées, des portes défoncées, les stigmates sont toujours visibles sur les bâtiments de la télévision du Burkina.
de la salle de conférence de rédaction au studio production et du journal télévisé, en passant par les salles de montage et de préparation du journal télévisé, les dégâts sont énormes. Il est vrai que la télévision se remet peu à peu de la furie des manifestants, mais beaucoup reste à faire pour son fonctionnement normal. Les autorités ont entendu le cri de cœur des travailleurs. Notre démarche ce matin, d'abord, c'est venir visiter le personnel de la TNB, dire nos encouragements, parce que nous avons eu l'information comme quoi, après le soulèvement populaire, ils ont connu de véritables dommages sur le matériel. Mais malgré cela, ce personnel très dévoué, très patriotique, a continué de travailler dans des conditions extrêmement difficiles pour envoyer l'information vers les populations. Donc nous sommes venus dans un premier temps leur dire tout notre encouragement et aussi évaluer un peu l'étendue des dégâts et voir, nous allons voir donc dans quelle mesure nous pouvons rapidement essayer de remettre la TNB en état de fonctionnement normal. Les manifestants furieux n'ont rien laissé sur leur passage. Les ordinateurs de bureau, les tables de montage, les caméras de studio, des disques externes contenant des archives et des objets privés appartenant au personnel ont été emportés ou détruits. Le passage du chef de l'État est un réconfort pour les travailleurs qui ne ménagent aucun effort au quotidien pour le fonctionnement de la télévision. C'est un soutien de taille qui pourra galvaniser leur ardeur au travail. Le professeur Luc Marius Ibriga décortique le contenu donc de l'avant-projet de charte de la transition pour mieux éclairer les hommes de médias. C'était au cours d'un point de presse organisé hier dans la soirée par le chef de file de l'opposition politique, un cours sur le préambule et les 26 articles de cette charte que Sier Sylvestre Da a suivi. Luc Marius Ibriga est ablacé au drago dans une leçon d'explication du préambule et des 6 titres du projet de charte de transition proposé par les organisations de la société civile, les autorités coutumières et religieuses et les partis politiques. De l'exposé des conférenciers, l'on retient que le préambule précise que les 3 entités, plus les forces de défense et de sécurité, sont les seules compétentes pour adopter la charte. Une charte dont le titre 1 est consacré aux valeurs qui vont guider la transition. Le titre 2, lui, est consacré aux organes de transition. Ils sont au nombre de 4, à commencer par la présidence de transition, encadrée par 10 articles sur les 26 qui comptent la charte. La désignation du président de la transition. Nous avons proposé que les partis que nous avons énumérés, autorités religieuses et coutumières, OSC, partis politiques et forces de défense et de sécurité, chacun propose 3 personnalités dans une enveloppe sous pli fermé à déposer auprès du collège de désignation. Le vote pour la désignation du président de la transition se fait à bulletin secret. Nous avons précisé que le président de la transition, lors de la cérémonie d'investiture, doit déposer auprès du Conseil constitutionnel la liste de ses biens. Et cette liste sera publiée au journal officiel. Le président de la transition, qui fait office de chef d'État et de président du Faso, et dont les prérogatives sont celles fixées dans la Constitution, amputées de certaines prérogatives que nous jugeons non applicables au cours de la transition. Je vous donne un exemple. Dans la Constitution, le président du Faso a un pouvoir de dissoudre l'Assemblée. Donc, pendant la transition, il faudra neutraliser cet article parce que 1 an, ce n'est pas si long que cela, pour qu'on ait une crise qui conduise le président à dissoudre l'Assemblée. De la même manière, l'Assemblée peut censurer le gouvernement. Là aussi, nous avons pris des dispositions pour que l'ensemble de ces articles qui sont dans la Constitution soient recensés pour éviter des incohérences. Les autres organes de transition sont le Conseil national de transition, un organe consultatif rattaché à la présidence. On a également le gouvernement de transition dont le nombre ne peut excéder 25. Ses membres sont nommés par le Premier ministre en concertation avec le président. Le 4e organe, l'Assemblée nationale de transition, est composé de 90 membres, dont 10 de l'ex-majorité présidentielle.
Le président de l'Assemblée de la transition doit être une personnalité civile et il est élu par ses pairs. Donc, le principe de large inclusion prévaut à la mise en place de l'Assemblée nationale de transition. La charte prévoit également des structures techniques de transition en son titre 3. Elles ont une importance capitale à entendre le professeur Ibriga. Ces structures, au nombre de 2, sont le Conseil national de défense et de sécurité et la Commission de la réconciliation nationale et des réformes. L'expérience de notre pays nous amène à mettre en avant cet exercice dans la mesure où nous avons toujours escamoté la vérité et la justice pour rechercher la réconciliation. Et nous avons vu que depuis 2005, le Burkina Faso est de façon cyclique dans des éruptions de crises sociopolitiques, dues au fait que nous avons éludé l'élément important, la vérité et la justice, et promu l'impunité. Ce qui fait que nous ne pouvons pas arriver à la réconciliation nationale sans une vérité et la justice. Le titre 4 définit le rôle de la communauté internationale et le titre 5 fixe les conditions de révision de la charte. Ainsi, tout projet ou proposition de révision de la charte devra accueillir la majorité des 4/5 des membres de l'Assemblée nationale de transition. Dans les dispositions transitoires finales contenues dans le titre 6, il ressort qu'en cas de contrariété entre la charte et la Constitution, les dispositions de la charte prévalent. Une rencontre est prévue les jours à venir, et cette fois avec l'armée qui n'avait pas pris part aux travaux d'élaboration de la charte. De cette rencontre devrait sortir un document, peut-être amendé mais consensuel, qui va entrer en vigueur dès sa signature par les différentes parties. Et puis on parle de cette chaîne de solidarité autour des victimes des manifestations des 30 et 31 octobre dernier au Burkina Faso. La contribution de la Caisse nationale de sécurité sociale pour la prise en charge des blessés s'élève à 10 millions de francs CFA. La CNSS a également remis une trentaine de tricycles ambulances au ministère de la Santé et une ambulance à la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, le tout en présence de Ini Walkoy Janine Kambiri. Pour accroître la capacité de mobilité de la Brigade nationale de sapeurs-pompiers, la Caisse nationale de sécurité sociale lui fait un don d'une ambulance d'une valeur d'environ 26 millions de francs CFA. La CNSS offre aussi au ministère de la Santé un chèque de 15 millions pour l'achat de 2 couveuses, 33 tricycles ambulances d'une valeur unitaire d'1,6 francs CFA et enfin un chèque de 10 millions pour secourir les nombreux blessés des événements des 30 et 31 octobre 2014. L'hôpital Yalgado, nous avons donné 5 millions de francs. L'hôpital Sanoussourou, 2 millions de francs. L'hôpital Blaise Compaoré, 2 millions également. Et l'hôpital pédiatrique Charles de Gaulle, 1 million de francs. C'est vraiment manifester notre solidarité, comme le dit notre slogan, la Caisse nationale de sécurité sociale, les vertus de la solidarité. Un geste apprécié à sa juste valeur par la Brigade nationale de sapeurs-pompiers et le département de la santé. Ça vient soulager le ministère de la Santé par rapport à un certain nombre d'insuffisances constatées sur le terrain, notamment l'accessibilité des populations malades ou en travail, je parlais des femmes, pour accéder à un échelon supérieur où le plateau technique est meilleur. Donc c'est une satisfaction pour nous et nous souhaitons que la Caisse puisse nous accompagner toujours dans ce élan-là pour permettre une meilleure promotion de la santé des populations de Burkina Faso. La CNSS entend toujours contribuer à soulager les souffrances des populations, à faciliter le travail d'inlassables ouvriers de la cause humaine et à donner du baume à bien de cœurs meurtris. Autre point de l'actualité, dans le centre-sud, les forces de sécurité ont mis la main sur des malfrats qui opéraient à Pau et à Dakola. Leur domaine de prédilection, vol d'engins à 2 roues et trafic de stupéfiants. Ils avaient à leur possession au moment de l'arrestation plus de 1000 grammes de cannabis et plusieurs appareils. Les présumés délinquants ont été présentés à la presse à Manga. Ismaël Diloma Sirima. L'heure d'aller sur le terrain a sonné pour ces soldats. Il s'agit de la 5e unité constituée de police.
Ces 140 soldats, dont 4 femmes, relèvent donc ce soir même le 4e contingent basé au Darfour pour le compte de la MINUAD, la mission conjointe ONU-Union africaine pour le Darfour. On va participer avec les forces locales au maintien de l'ordre. Nous avons également mission de les appuyer, notamment la police de la ville qui a également des missions de sécurisation. Et nous allons avoir également, donc, comme 3e principale mission, c'est de protéger les personnels civils et les installations donc, de l'ONU. Mission noble, mais pour y parvenir, il faut poser des actes nobles sur le terrain. Jamais, qu'en votre qualité de digne représentant, que vous soyez en public ou en privé, vous véhiculez l'image de votre pays. Travaillez à en présenter une qui l'honorera et qui vous attirera en retour respect et sympathie. Cet escadron est composé majoritairement de gendarmes et de quelques personnels soignants issus du service de santé des forces armées. Après 2 semaines de formation, ils quittent le Bercail pour 12 mois au Darfour. Prières et bénédictions leur ont été faites dans l'espoir qu'ils puissent bien accomplir leur mission et revenir sains et saufs au pays. Voilà, c'était donc ici le départ du 11e escadron pour le maintien de la paix au Darfour. Nous parlons à présent des forces de l'ordre dans le centre-sud qui ont mis la main sur 9 malfrats qui opéraient à Pau et à Dakola essentiellement. Le domaine de prédilection de ces délinquants, vol d'engins à 2 roues et trafic de stupéfiants. Ils avaient en leur possession au moment de l'arrestation plus de 1000 grammes de cannabis et plusieurs appareils. Les présumés brigands donc ont été présentés à la presse à Manga et c'est Ismaël Sirima qui nous en parle. Ces 3 groupes de malfrats ne devrait plus nuire dans la province du Naouri. Ces 2 prévenus s'adonneraient au trafic de stupéfiants. Celui-là serait un as dans le vol d'engins à 2 roues. Et ce groupe, qui opérait principalement à Pau et à Dakola, serait spécialisé dans le vol par effraction avec un mode opératoire bien ficelé. Les membres de ces 3 réseaux surveillent les mouvements des locataires, des domiciles et ceux des fonctionnaires et des usagers des administrations et des lieux de commerce avant de commettre leurs forfaits. Une fois la nuit tombée, ils utilisent des amulettes pour endormir leurs victimes avant de s'introduire dans les maisons, dans les kiosques et les boutiques. Ils utilisent des fausses clés et le cas échéant, ils forçaient les personnes des portes et fenêtres avant de s'introduire dans les lieux et y opérer. Le 3 octobre dernier, après l'interpellation de 4 prévenus à Dakola, la police a pu mettre la main sur ces 9 personnes. Cependant, un complice serait toujours en cavale. J'ai saisi l'occasion du présent point de presse pour inviter les populations à éviter de garder de fortes sommes d'argent par devers elles dans les domiciles, les bureaux et au cours des voyages. De telles attitudes les exposent sérieusement à des risques d'attaques ciblées des délinquants. Le commissaire Tankwano a également remercié les populations pour leur contribution et les invite à davantage de collaboration. À Ouagadougou, on parle de la gestion durable des terres et de l'eau avec TIN Africa NEPAD qui renforce les capacités des acteurs du domaine dans la sous-région. Experts et acteurs de la société civile des pays membres de l'organisation sont les bénéficiaires de cette formation. Aruna Maré et Sylvestre Da. La terre, cette source nourricière, subit une dégradation continue du fait des pressions liées au climat et aux activités de l'homme. Une dégradation qui menace l'existence de plus de 900 millions de personnes à travers le monde. C'est pour inverser la tendance que se tient cette rencontre régionale sur l'économie de la gestion durable des terres et de l'eau. Nous estimons que près de 9 millions d'hectares de terre sont aujourd'hui dégradés dans notre pays. Et cette dégradation a des conséquences sociales, des conséquences économiques, et sans oublier effectivement les aspects liés à la préservation de la diversité biologique et à l'environnement d'une manière générale. On estime que la dégradation coûte 4,7% du PIB. Vous voyez que c'est extrêmement important. L'atelier, comme cela a été dit, a un thème qui est extrêmement important,
parce que le thème aborde la question de l'économie de la gestion durable des terres et de l'eau. Et la terre, comme vous le savez, c'est un capital. Et un capital, s'il n'est pas bien géré, effectivement, peut provoquer des problèmes dont nous avons déjà évoqué, donc les problèmes économiques, les problèmes sociaux, comme vous le savez très bien, et les problèmes environnementaux. Une rencontre qui réunit les représentants de 15 pays africains, membres de l'organisation Terre Africa NEPAD. 3 jours durant, experts et membres de la société civile vont se familiariser avec le concept de la gestion durable des terres et de l'eau. L'idée, c'est de bâtir sur des expériences passées, des années 70 jusqu'en début 2000, pour voir comment augmenter l'appui aux pays africains dans le domaine de la gestion durable des terres et de l'eau. Les bases de la création d'un cadre permanent de coordination de la gestion durable des terres et de l'eau seront jetées au cours des échanges. Toute chose qui permettra à terme d'élaborer à l'échelle nationale un cadre d'investissement stratégique de la gestion durable des terres et de l'eau. Nous allons à l'ouest où le programme intégré de la vallée de Samandeni veut permettre aux populations des villages riverains du barrage de Samandeni de tirer le maximum de profit de cette infrastructure hydraulique. Les femmes et les jeunes ont 3 mois pour s'approprier les notions de gestion et d'exploitation agricole pour mieux mener les activités génératrices de revenus. La formation est dispensée par le centre agricole de Matourkou, Ali Traoré. Le barrage en construction de Samandeni, ce gigantesque infrastructure une fois achevé, sera d'un grand apport pour le développement du Burkina Faso. Mais sa construction ne saurait être sans conséquence sur les populations riveraines. Dans le souci d'accompagner ces populations, le programme de développement intégré de la vallée de Samandeni a initié une formation sur la gestion des exploitations agricoles et les activités génératrices de revenus. La partie la plus visible par l'opinion aujourd'hui du PEDIS, c'est la réalisation des grosses infrastructures que nous sommes en train de mener, à savoir le barrage, les aménagements. Mais au niveau du PEDIS, nous sommes conscients que c'est le capital humain qui est à la base du développement. Il ne sert à rien de réaliser des infrastructures et des équipements performants si on n'a pas des hommes et des femmes compétents pour mettre en œuvre ces infrastructures et ces équipements. Prévu pour durer 3 mois, cette formation sera dispensée par le Centre agricole polyvalent de Matourkou au profit de 300 femmes et jeunes venus de 8 villages affectés par la construction du barrage. Notre pays connaît une dégradation de plus en plus poussée des ressources naturelles telles que les terres, l'eau, la flore. Alors il convient de les protéger et c'est dans ce cadre-là qu'il y a un module sur la défense et restauration des sols et conservation des eaux du sol. Alors appuyé par la mécanisation agricole parce que ces techniques-là ne peuvent se faire de manière efficace que si la mécanisation agricole vient en appui. Il y a d'autres thèmes tels que la gestion de l'exploitation agricole, qu'elle soit familiale ou de type entreprise agricole. Cette formation théorique sera suivie des phases pratiques sur le terrain. Et au terme de ces 3 mois de formation, ces bénéficiaires devraient être mieux outillés pour mettre en place des stratégies qui vont leur permettre de mieux développer leurs activités. Et la gestion axée sur les résultats appliqués aux initiatives de développement peut produire des résultats. C'est en tout cas la conviction des praticiens de cette théorie qui sont réunis à Ouagadougou pour réfléchir autour d'un meilleur usage de cet outil pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Zalissa Sanfo. Sur les résultats réunis ici, ils sont invités à identifier les voies et moyens à mettre en œuvre pour que les initiatives de développement soient toujours orientées vers des cibles prédéfinies pour une amélioration des conditions de vie des populations. Que nous mettons en exergue la formation, le renforcement des capacités de nos membres. Nous mettons également en exergue ici la participation inclusive de toutes les couches de notre société pour un développement intégral. Une initiative de la communauté africaine de pratique de la gestion axée sur les résultats de développement AFCOF que la Banque africaine de développement soutient et accompagne depuis 7 ans.
soutient un tel projet parce que aujourd'hui, on a la vision de la banque, c'est la transformation de l'Afrique vers des résultats de plus en plus efficaces pour un impact positif. La banque voudrait que les résultats pour lesquels les aides sont déployées pour le compte des pays, ces aides-là arrivent à bon port et que les populations qui sont en fait les premiers bénéficiaires de ces aides-là arrivent à en tirer profit. Cette séance de travail va aussi permettre de définir un cadre d'action collaboratif et des modalités de la contribution de l'AFCOF Burkina dans la mise en œuvre de la SCAD. Un mot de sport dans ce journal, en route pour la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires de la CAN 2015. Les étalons sont depuis dimanche au Lesotho. Les garçons de Paul Put ont entamé leur préparation pour le match du samedi prochain. Lassina Ouattara et Yacouba Ouedraogo sont sur place pour nous. Maseru, capitale du Lesotho. Au vu du paysage, pas besoin de vous dire qu'ici, les montagnes dominent les surfaces plates. Mais parmi elles, une seule est sacrée et porte l'histoire de ce pays. La montagne Tababoussio. Ce royaume de 30 350 km² avec environ 2 millions d'habitants, à peine Ouagadougou donc, n'a que l'Afrique du Sud comme seul pays frontalier sur une distance de 909 km. C'est au pied de cette montagne que les étalons ont tenu domicile au village artisanal Tababoussio pour le 5e acte des éliminatoires de la CAN 2015. Un choix par défaut, mais pas regrettable. En réalité, on n'avait pas le choix. Vous savez, avec ce qui s'est passé ici, pour des raisons politiques, vraiment tous les hôtels qui sont au centre-ville sont occupés par les pays membres de la SADC qui sont là pour organiser des élections anticipées en février 2015. Donc la fédération du Lesotho nous a proposé ce centre-là. Dans ce centre-là, d'ailleurs, le Gabon a séjourné. Et donc nous sommes venus voir. C'est pour dire qu'on n'avait pas le choix, mais il faut avouer que le cadre est agréable. Moi, ça me gêne pas. J'aime bien vraiment une maison comme ça. Et je suis en train de changer à faire un truc comme ça, c'est où je vais vivre avec ma famille tranquillement. Quand on est tranquille, isolé, on va bien se concentrer pour bien aborder les matchs. Donc on n'a que ça dans la tête pour pouvoir se qualifier dès les autres parce que le prochain match ça risque d'être un peu difficile, même à domicile. Au pied de cette montagne historique, le Burkina est à la recherche d'une autre histoire. Une 10e qualification à une phase finale de CAN. Et cela est possible dès cette 5e journée. Et l'histoire est-elle d'ailleurs déjà en cours? En fait, coup du sort ou effet du hasard, pour ce premier appel, 10 joueurs ont répondu ce 10 novembre au rassemblement. C'est donc une affaire de 10. 14 autres sont attendus dès ce mardi, jour retenu pour le premier entraînement. Et c'est officiel, la Coupe d'Afrique des Nations de football 2015 ne se jouera pas au Maroc. La Confédération africaine de football doit trouver d'urgence un pays hôte. C'est la fin donc du feuilleton médiatique entre la CAF et le Royaume chérifien qui vient ainsi de se voir retirer. On s'arrête là pour l'actualité dans cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme à tous et à toutes.